Bonjour, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Sacha, j'ai 27 ans et j'ai créé il y a 2 ans et demi, 3 ans, une entreprise qui s'appelle French Chat Club. Et donc mon activité professionnelle, c'est de donner des cours de français aux étrangers. Ok. Comment l'idée de French Chat Club t'est-elle venue? À la fin de mes études, après un master en communication, j'avais le choix de prendre un CDI dans les médias, dans une grande entreprise à TF1. Et au final, je ne me suis pas vraiment reconnu dans la manière de travailler et dans les process des grandes boîtes françaises. Donc j'ai décidé de partir et d'expérimenter d'autres choses. Et j'ai commencé ça un peu par hasard avec une appli qui s'appelait Preply à l'époque, qui mettait en relation des professeurs et des personnes qui voulaient apprendre la langue, mais de manière pas du tout professionnelle et beaucoup moins industrialisée que ce que je fais aujourd'hui. D'accord, ok. Et du coup, comment est-ce que l'idée, elle est venue vraiment de proposer ce service après les cours sur Preply Euh, donc, Preply, on va dire que c'était une première étape pour un peu comprendre le marché. Et en fait, du coup, en faisant un peu de recherche et en voyant que la demande était vraiment constante, je me suis rendu compte que c'était un gros marché duquel nous, on n'était pas forcément conscient en tant que francophones qui cherchons à apprendre des langues, notamment anglaises. Et je me suis rendu compte que c'était un gros marché à prendre D'accord. et, euh, et qui est encore en croissance. Et je pense que tant qu'on est sur un marché en croissance, je pense qu'on peut toujours tirer son épingle du jeu. Donc c'est vraiment parti de cette activité qui a commencé par hasard et de ce marché qui était en croissance. D'accord, ok. Et du coup, à partir de cette décision, de ce constat, euh, est-ce que vous vous êtes donné des objectifs particuliers ou ça s'est lancé vraiment comme ça? Euh, Moi, initialement, j'avais un objectif principal qui était de salaire, pour être complètement transparent. Et l'objectif, c'était de faire un chiffre d'affaires de 3 000 € par mois, ce qui n'est D'accord. pas un salaire vraiment, puisqu'après, on a les taxes. Mais voilà, j'avais l'objectif de faire un CA de 3 000 € mensuel. Ok. C'est déjà des belles ambitions. Et quel type de clientèle visez-vous? Et ça, c'était assez intéressant, parce que ça a un peu évolué au fil de l'activité. Au début, j'avais pas de clientèle spécifique. Et c'est vrai que maintenant, le profil idéal, ça serait une personne de 50 ans qui est très branché à l'international et qui veut faire du business avec la France. Parce qu'en général, c'est des gens qui sont prêts à investir pour créer leur business et c'est des gens qui ont un meilleur pouvoir d'achat et du coup que moi je peux facturer beaucoup plus. D'accord. Et sur ce type de client, vous avez fait quelles promesses vous avez fait et surtout qu'est-ce qui vous a démarqué de la concurrence sur cette promesse? Hum, Déjà, je pense que le fait que de manière générale, je me suis mis plus en avant. J'ai fait une stratégie de personal branding où je me suis mis en avant notamment sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est ce que les gens attendent quand ils apprennent une langue. C'est plus le côté expérimental et humain, une connexion, plutôt que vraiment un professeur à proprement parler. Et je D'accord. pense qu'au moment où je suis arrivé, il y avait moins de personnes qui proposaient ce truc plus personnel. D'accord. Ok. Mm. Et, euh, et du coup, vous parlez des réseaux sociaux. Comment vous avez décidé un peu plus précisément de recruter vos clients typiques? Euh, Par quels canaux ou quelles actions qui visaient vraiment à recruter ces clients? Euh, donc, après, comme je le disais, donc, j'ai commencé avec Preply qui au début faisait la mise en relation naturellement. J'avais besoin d'autres canaux pour faire cette mise en relation de manière indépendante. J'ai d'abord essayé TikTok. Ça marchait pas super bien et c'était plus difficile parce que je pense que l'audience elle est moins qualifiée. Et ça a super bien marché sur Instagram. Et j'ai essayé un maximum de créer un effet de désirabilité avec une liste d'attente. Donc, c'est-à-dire que mes vidéos amènent les gens à s'inscrire sur une liste d'attente. Et de là, du coup, moi, encore une fois, ça me permet de mieux me vendre et de pouvoir augmenter mes prix. Ok. Euh, hum, un autre truc intéressant aussi, c'est qu'avant, je voulais absolument faire un site internet quand j'ai commencé. Et j'avais vu une personne qui était assez qualifiée là-dedans et qui m'avait dit que les sites internet, c'était plus trop nécessaire et qu'il fallait vraiment faire des funnels de vente à partir d'Instagram. Et du coup, c'est ce que j'ai essayé de refaire.
Donc, c'est-à-dire qu'en dessous du profil Instagram, maintenant j'ai un lien et qui peut amener vers soit la réservation de cours, soit la réservation de séjour linguistique ou une vente de livres. Et en fait, je D'accord. pense que le but, c'est de partir d'un aspect social pour créer un lien de vente vers d'autres services. Et c'est ce que j'essaye de mettre en place. Oui, j'ai vu que sur votre site, vous vendiez un livre aussi. Ouais. Du coup, comment vous avez déterminé vos prix, à partir de quelles données ou quels concurrents, ou comment vous les avez déterminés? Donc, pareil, ça a beaucoup évolué avec le temps. Euh, pour être vraiment complètement transparent, au début, j'ai commencé, je vendais une classe pour 6,50 € parce que, de la valeur, euh, j'avais déterminé mon prix en fonction de la concurrence. Et j'étais sur D'accord. cette fameuse plateforme Preply où il y avait beaucoup de concurrence. Euh, la deuxième étape, quand j'ai commencé à avoir les listes d'attente, du coup, j'ai commencé à monter mes prix sur un principe de offre et demande. Et vu qu'il y avait beaucoup de demandes et que l'offre était limitée de mon temps, j'ai continué à monter mes prix. Et après, petit à petit, je me suis fait de plus en plus une clientèle new-yorkaise. Et du coup, c'est sur ces prix-là que je me suis aligné, c'est sur les prix d'une classe de français à New York. D'accord. Euh, Ok. et qui est une C'est super intéressant. clientèle avec qui je travaille, d'ailleurs. C'est intéressant. Ok. Ouais. Comment, de façon opérationnelle, vous délivrez votre service? Un peu plus précisément que juste avec ce lien-là, comment vous avez réellement fait pour mettre en place ce lien, pour se rendre compte, Donc, dans le parcours de vente, les personnes vont s'inscrire sur la liste d'attente et après, vont me donner leur numéro. Et en fait, c'est en les appelant directement que je vais commencer à planifier un premier rendez-vous, des paiements mensualisés et des classes mensualisées. Pour moi, avoir plus de prévoyance dans mes revenus, plus de régularité. Et eux aussi, ça leur impose une certaine discipline, une certaine rigueur qui est de prendre leur classe. Après, de manière globale, je pense que dans les services, il n'y a pas beaucoup de logistique. Enfin, je veux dire, la logistique principale, c'est installer une réunion et programmer un paiement. Mais donc, c'est tout. D'accord. Ok. À l'heure d'aujourd'hui, quelle performance, vous visez avec, votre business plan en termes de finances? Ok. Euh, Moi, j'aimerais bien arriver sur un chiffre d'affaires de 120 000 € annuel, ce qui ferait un 10 000 € lycée. D'accord. Non, pardon, j'ai des bêtises. J'ai des bêtises. J'aimerais arriver sur un 120 000 € net, donc après URSSAF, donc 20% de plus, sur 150 000 € approximativement. D'accord. Ok. Et tout Donc, ça tout seul. Donc, j'ai essayé de recruter, et c'est vrai que c'est assez difficile quand on fait une stratégie. Quand on vend un service qui est basé sur sa personne, c'est assez difficile de recruter, selon moi. En tout cas, moi, je n'ai pas réussi. Donc, idéalement, tout seul, ouais. Et je pense que c'est clairement réalisable aujourd'hui. très bien. Mais ouais, idéalement, tout seul. Ça serait fort. Euh, Qu'avez-vous choisi comme statut juridique et pourquoi Ok. pour French Touch Club? Donc, quand j'ai commencé, j'ai choisi la micro-entreprise parce que je ne savais pas à quel point ça allait marcher. Euh, L'année dernière, j'ai déplacé les plafonds. Mais pour autant, j'étais pas sûr de la société que je voulais ouvrir. Et donc là, cette année, je dois automatiquement en ouvrir une. Je m'oriente sur une URL ou sur une expatriation. D'accord. Ok. Et j'imagine qu'il ne serait pas français, ouais. Et je pense que c'est la solution pour laquelle je vais aller. Ok, très bien. Et vous savez où est-ce que vous allez vous expatrier et quand? Ouais. Du coup, ça doit être fait avant la fin de l'année. Et ça serait bien en Uruguay. D'accord. C'est pas un paradis fiscal, mais les revenus générés à l'étranger, donc hors de l'Uruguay, ne sont pas imposés. Donc ça serait une imposition à 0% pour ma part. Et c'est bien connecté, c'est une culture qui est assez belle. Et moi, ça me tente bien, l'Uruguay. Ok. Et en parlant d'optimisation, quel logiciel de compta, et de suivi financier, vous utilisez? Donc,
Moi, j'avoue que j'ai été formé par TF1 et c'est vrai que là-bas, c'était très archaïque un petit peu. Et c'est vrai que je fais beaucoup Excel. Beaucoup Excel sur lesquels je note toutes mes finances, toutes mes projections, et sur lesquels je fais les business plans. Et après, si je dois faire vraiment générer une facture, j'utilise Conto, D'accord. qui est un logiciel gratuit, mais qui marche très bien. Et est-ce que vous avez mis des KPI en place sur vos performances? Et si oui, lesquels? Ouais. Donc, parce que moi, du coup, comme je le disais, vu que j'ai augmenté mes prix progressivement, une donnée que je regarde vraiment régulièrement et qui est assez importante, c'est le prix moyen. D'accord. Il y a encore des étudiants qui sont restés à un certain prix et qui continuent à prendre des classes, et les nouveaux qui rentrent plus cher. Donc, prix moyen et le nombre d'heures que j'effectue à la semaine, ça, c'est deux choses que je regarde assez régulièrement. Un autre point important que je vois aussi, c'est le nombre d'inscriptions dans la liste d'attente. Ça me permet de un peu mesurer à quel point mon service il reste attractif dans le temps ou pas. Et après, tous les KPI qui sont fournis par Instagram. Les vues, les interactions, les likes, les partages. D'accord. Ok. Est-ce que euh, merde, excuse-moi. Comment analysez-vous vos résultats et quelles actions vous faites pour corriger les écarts qu'il y a entre votre prévisionnel et vos résultats? Hmm, c'est une bonne question. Donc, ce qui est bien en général, moi, vu que je vends des packages de classe qui sont mensuels, d'un mois sur l'autre, si j'ai des annulations ou des gens qui veulent arrêter de prendre des classes avec moi, je le sais assez vite, donc j'ai pas trop de mauvaises surprises. Et après, du coup, moi, je relibère un créneau dans mon emploi du temps pour recruter un autre étudiant. Donc moi, j'avoue que j'ai pas beaucoup de... À ce stade-là de développement, j'ai pas beaucoup d'imprévus pour le moment. Ou D'accord. du moins, ils sont faciles à corriger et à anticiper. Ok, intéressant. Et est-ce que vos résultats, ils sont en ligne avec ce que vous souhaitiez? Et si oui, comment vous analysez votre succès sur quels critères? Je pense qu'ils sont supérieurs à ce que je souhaitais à date, ce qui est hyper cool. Hum. Et je pense que c'est vraiment principalement le fait de d'avoir fait ces stratégies de personal branding et le fait de s'être mis en avant, un peu médiatisé, de s'être donné une image. Je pense que ça a créé une demande que j'ai bien valorisée pour le coup. Et de plus en plus, je pense à notre époque, il y a des entrepreneurs comme ça qui se basent sur leur image personnelle pour derrière revendre un business ou un service ou un produit. Et je pense qu'à notre époque, c'est vraiment le truc accessible, rentable et qui peut être rapidement réalisé. D'accord, ok. Ouais. Des petits conseils, ça fait toujours du bien. Euh, et quels sont vos axes de développement à un an? Et puis après, Euh, on verra sur 3 ans. Moi, je pense que du coup, sur la partie classe de français, en D'accord, étant seul, je pense que soit j'ai atteint ou je vais bientôt atteindre un plafond en termes de prix, parce qu'à un moment, je ne pourrais pas indéfiniment monter les prix. Donc, je pense que la prochaine étape sera la diversification. Euh, Ce produit digital, déjà, qui est le e-book, on peut en faire d'autres, on peut le marketer et vraiment mieux le structurer. Il y a aussi les retraites de français, de manière générale. Et après, au-delà de la langue, je pense qu'il faudrait que je réussisse à vendre, c'est la culture française. Que ça soit dans le tourisme, ou dans l'expérience, ou dans la culture. Mais je pense que c'est, en tant que Français, on ne réalise pas trop. Mais je pense que c'est une culture qui est très forte. Bernard Arnault, il a vendu tous ses vêtements made in France, comme le Louis Vuitton et le Dior, il a battu un empire là-dessus. C'est aussi en partie avec la culture française. Donc je d'accord, pense que c'est une image qui est hyper forte qu'il faut réussir à valoriser. Et pour moi, ça serait en diversifiant, en passant des classes de français et vers un aspect touristique ou culturel. ok. Et du coup, enfin, vous voyez évoluer autant par le nombre de clients que par le panier moyen qui est dépensé chez vous? Non, non, vraiment par le développement d'une nouvelle activité. Ok, très bien. Ouais, ouais. Vraiment une diversification complète. Je pense que ça sera les profs, enfin les classes de français, je pense que je vais atteindre un plafond prochainement.
où je pourrais pas prendre plus de clients, où je pourrais pas monter le prix indéfiniment. Et je pense qu'il faudra développer autre chose, justement. Libérer du temps pour développer autre chose. D'accord. Et du coup, je suppose que sur 3 ans, enfin, vous espérez que ça marche bien. Ouais, on espère que ça marche. Ce que j'ai déjà commencé un petit peu à diversifier, c'est les séjours linguistiques que je commence à organiser. D'accord. Donc là, il y a un scope plus touristique aussi, en plus des classes, qui est intéressant. Et d'ici 3 ans, c'est difficile à dire. J'ai pas. En fait, c'est ce que j'ai vu que c'est quelque chose qui a commencé un peu par hasard et qui a plutôt bien marché et qui dépend aussi beaucoup d'Instagram, qui est un algorithme et qui est assez difficilement prévisible. Je pense que c'est très difficile d'avoir une vision sur 3 ans quand on est dans ce genre de domaine. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il y a une grosse part d'incertitude, mais qui est intéressant. Mais je peux pas dire que dans 3 ans, l'algorithme marchera encore pour moi et que j'aurai encore beaucoup de clients. Je suis pas en mesure de le dire. Ok. On espère. Et dans tout ce parcours, qui n'est pas terminé, hein, qu'est-ce qui a été le plus difficile jusqu'à aujourd'hui pour vous? Je pense que le plus difficile, c'est d'arrêter de réfléchir et de faire les choses. Parce que je pense que quand on fait surtout une première entreprise, je pense qu'on veut vraiment bien faire les choses et qu'on réfléchit beaucoup. Et je pense que le plus dur, c'est vraiment de passer à l'action en réalité. Et du coup, pour moi, en l'occurrence, ça a été de faire les vidéos et surtout quand ça marche pas au début. Ben, c'est un peu humiliant, mais je pense qu'il faut passer par là, quoi. Bien sûr. Donc, on va passer à l'action, je dirais. Et est-ce que ce que vous faites aujourd'hui, ça correspond à l'image que vous aviez de l'entrepreneuriat? Non, pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. Je pensais que l'entrepreneuriat, déjà, c'était forcément avec une équipe Ok. et avec des salariés. Je pense que je ne réalisais pas qu'on pouvait générer une grande quantité d'argent en étant seul. Et c'est vrai qu'il y avait aussi peut-être une image un peu idéalisée de l'entrepreneuriat, qui était d'innover et encore une fois de travailler en équipe, alors que la réalité, pour beaucoup des entrepreneurs, je pense que c'est passer beaucoup de temps devant un ordinateur, seul. Ce qui, ce qui est une bonne chose, hein, mais voilà, c'était pas ce à quoi je m'attendais. Mais pour autant, je continue et j'adore ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, dans ton business, qu'est-ce qui te prend le plus de temps en réalité? Moi, clairement, c'est de fournir mon service parce que je vends une classe de 50 minutes. Donc, D'accord? c'est vraiment répondre à la demande. Répondre à la demande en premier lieu et en deuxième lieu, toute la partie administrative. Euh, Si je peux donner un autre conseil aussi à quelqu'un qui lance son entreprise, en général, je pense que tout le monde, tu es obligé d'être dans l'opérationnel au maximum et de faire rentrer de l'argent au maximum. Et je pense que c'est hyper difficile de prendre du temps pour faire de la stratégie, de la vraie stratégie et vraiment réfléchir à la vision de l'entreprise, aux directions de l'entreprise. Et ça, je pense que c'est vraiment un bon conseil, de prendre le temps de faire de la strat et de se poser sur la strat, D'accord. Ok. pas juste sur Intéressant. l'opérationnel. Donc si on en 3 mots, euh, un conseil pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, Moi, je pense qu'il faut passer à l'action, être stratégique et il faut valoriser son service au maximum ou son produit. D'accord. Ok. En tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Et puis, Merci beaucoup. j'espère que vous avez apprécié cette petite prise de parole. C'était super cool. Merci infiniment et bonne journée. Au revoir. Bonne journée.